Bonsoir à tous et bienvenue. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais souhaiter un très joyeux anniversaire à Maria Akras et à Matostar. J'espère que vous avez tous les deux passé une merveilleuse journée et que ces histoires vous plairont. Bon. Si vous souhaitez recevoir un message d'anniversaire et profiter de plein d'autres avantages sympas, n'hésitez pas à consulter le lien Patreon dans la description. Mais pour l'instant, il est temps de vous installer confortablement et de laisser l'obscurité prendre le contrôle. Quand mes parents ont divorcé, ma mère nous a déménagés dans une toute nouvelle maison. Un nouveau départ pour chacun. Il y avait moi et mes 3 frères et sœurs plus jeunes, mais comme j'étais l'aîné, j'avais ma propre chambre. Je me souviens d'avoir été très excité à ce sujet, surtout parce que ma mère m'avait surpris avec des meubles tout neufs comme cadeau d'anniversaire. La pièce maîtresse était cette grande armoire à porte-miroir. Au début, tout était normal, la maison était neuve, propre et n'avait pas les craquements et gémissements habituels des vieilles maisons. Mais ça n'a pas duré une nuit. Peu de temps après notre emménagement, j'étais allongé sur le côté, essayant de m'endormir. La pièce était silencieuse et la seule lumière venait du lampadaire dehors, filtrant faiblement à travers les stores. Je fixais les meubles distraitement, observant la façon dont la lumière se reflétait faiblement sur le miroir. Je clignais simplement des yeux, essayant de m'endormir, et puis je l'ai vue entre un clignement et l'autre. Elle était juste là, une petite fille blonde, peut-être âgée de 9 ans, debout devant le miroir. Vêtue d'une délicate robe rose, ses boucles blondes rebondissaient alors qu'elle tournoyait légèrement, s'admirant dans la glace. Elle n'était pas menaçante, elle n'était même pas effrayante, elle n'était tout simplement pas censée être là. Je l'ai observée quelques secondes. Elle a lissé sa jupe, le visage calme et lointain, comme si elle ignorait ma présence. J'étais là tout court, et aussi vite qu'elle était apparue, elle avait disparu. Aucun fondu, ni disparition progressive, juste un clignement d'œil, elle était là, puis soudain, plus là. Je n'ai ni crié ni bougé, restant allongé, les yeux ouverts, tentant de me convaincre que je rêvais ou hallucinais. Peut-être que ce n'était qu'un rêve éveillé, mais je n'ai jamais dormi en tournant le dos à ce côté de la pièce. Après ça, j'ai essayé d'oublier, et j'y suis arrivé pendant 5 ans. Avançons jusqu'à un voyage de camping avec mon père, sa femme, ses enfants et un ami de la famille. Nous étions tous assis autour du feu de camp, à échanger des histoires effrayantes, à rire et à essayer de nous faire peur avec les trucs habituels. Ensuite, une de mes petites sœurs parle. Elle commence à raconter une histoire sur son ancienne maison, celle où nous avions vécu avec ma mère avant qu'elle ne déménage à nouveau. Elle a dit qu'un jour elle était entrée dans son placard pour prendre quelque chose et qu'elle avait vu une petite fille blonde jouer avec des jouets. Mon cœur s'est mis à battre si fort que je pouvais le sentir dans mes oreilles. Au début, je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardée pendant qu'elle continuait tranquillement, décrivant comment elles se sont regardées dans les yeux un instant et comment ce n'était pas effrayant, juste troublant. Et puis elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle portait une robe rose, sans réfléchir, j'ai lâché, avec de la dentelle, les cheveux en boucle. Ma sœur s'est figée, nos regards se sont croisés et soudain nous avons commencé à finir les phrases de l'autre. Son âge, son apparence, le calme, ce sentiment presque paisible que nous avons tous les deux ressenti en la voyant, nous avions vu exactement la même fille. Mais voilà, nous n'en avons jamais parlé. Pas une seule fois. Je ne lui avais jamais dit ce que j'avais vu, ni à personne pendant que nous reconstituions nos histoires identiques. Le reste du groupe nous observait autour du feu, leurs visages pâles éclairés par les flammes vacillantes. Ils pensaient simplement que nous étions d'excellents conteurs ayant tout prévu, sans nous croire. Mais à la façon dont ma sœur et moi nous sommes regardés, nous savions que nous ne l'avions pas imaginé. Elle était réelle, je ne peux toujours pas l'expliquer. Même maintenant, des années plus tard, je n'arrive pas à me défaire de l'impression que, d'où qu'elle vienne, cette fille n'est pas simplement partie. Elle était là, et pour autant que je sache, elle l'est toujours. Nous vivons à l'écart, près de la lisière de la forêt, où les champs de myrtilles s'étendent à perte de vue, et où nos seuls voisins sont les cerfs, les ratons laveurs et parfois un coyote. Je suis habitué au silence de la campagne, mais cette nuit-là, quelque chose n'allait pas. J'étais dehors quand je l'ai entendu. Un bruit qui a déchiré l'air comme des griffes sur du métal. Un long hurlement strident qui m'a donné la chair de poule et m'a coupé le souffle. Ce n'était pas un coyote, pas un hibou, rien de tout ça.
C'était quelque chose de plus profond, et les poils se sont hérissés sur ma nuque alors que je faisais demi-tour et que je me précipitais à l'intérieur. J'ai appelé ma mère tout de suite. « Je viens d'entendre quelque chose », lui ai-je dit d'une voix tendue. Ça venait de la forêt et ça m'a fichu une de ces trouilles. Elle a dit qu'elle était déjà en route et elle a raccroché. Quelques minutes plus tard, ses phares ont traversé la longue allée de gravier. Avant qu'elle ne puisse se garer, mon ex-petite ami a titubé vers sa voiture depuis la route. Les yeux écarquillés comme un animal acculé, son souffle embuant l'air froid, il avait l'air pâle et chancelant. Il a couru jusqu'à sa fenêtre, frappant dessus avant même qu'elle puisse l'ouvrir. « C'est une blague ?» dit-il, la voix brisée. « Dis-moi que tu plaisantes. »« De quoi tu parles ?» demanda-t-elle, et je pouvais entendre la tension dans sa voix. Ma mère n'a pas facilement peur. « Je viens juste de la voir, » dit-il en pointant la route derrière lui. Elle marchait vers moi. Elle était juste là. Même veste, coiffure et démarche. Mais elle n'a rien dit, s'est juste retournée et est entrée dans les bois. Ma mère l'a regardé comme s'il avait perdu la tête. Il avait l'air d'être d'accord. Il a juré que c'était moi, il a dit. J'étais à moins de 15 mètres quand elle s'est arrêtée, l'a regardé puis, sans un mot, a pivoté sur ses talons et a disparu. Entre les arbres, sans lampe de poche, sans craquement de feuilles, simplement englouti par la forêt. Mais j'étais à l'intérieur tout le temps, j'ai entendu le cri et ensuite il m'a vu. La forêt est restée, sans sentier ni raison d'y aller, sauf pour chercher quelque chose. Nous sommes restés éveillés cette nuit-là, parlant doucement. Il n'arrêtait pas de jurer qu'il n'hallucinait pas, que ses yeux s'étaient accrochés aux siens et qu'il y avait quelque chose dans sa façon de bouger. Pas faux exactement, juste étrange, trop fluide, trop silencieuse, comme si elle ne marchait pas sur le sol, mais flottait juste au-dessus. Il a arrêté de venir après ça, il disait qu'il ne se sentait plus en sécurité sur nos terres. Je ne sais pas ce que j'ai entendu ni ce qu'il a vu, mais je ne lui en veux pas. Mon frère aîné a déménagé quand j'étais tout petit. Je ne me souviens même pas de lui avoir vécu dans notre maison. De toute façon, je vis avec mon père et ma sœur. Il a eu des ennuis avec la justice à cause d'une dispute familiale liée à l'alcool, et sa femme l'a mis à la porte. Mon père, en étant un saint, l'a laissé revenir chez nous. Au début, tout allait pas bien. Pendant les premières semaines, nous jouions aux cartes, nous parlions et regardions la télé. Puis est venu le moment où il devait être condamné à aller en prison. Il n'y a passé que 2 mois. Mais quand il est revenu, il avait une attitude et une énergie complètement différentes. La seule façon dont je pourrais le décrire, c'est sa négativité et son obscurité. Au départ, on attribuait cela à une mauvaise expérience de sa part. Mais il semblait se remémorer son expérience avec une certaine nostalgie et affirmer que ce n'était pas grave. Ma sœur et moi sommes très sensibles, spirituellement, un trait transmis par les femmes de la famille. Et il y a eu 3 événements distincts qui ont confirmé l'idée qu'il se passait quelque chose de plus que simplement émotionnel ou physique. La première fois, je montais les escaliers du sous-sol quand j'ai entendu des pas en haut. J'ai levé les yeux et j'ai vu ce qui ressemblait à mon frère traverser le seuil de la porte. Je pourrais même vous dire qu'il portait un jean bleu, un polo rouge et des bottes jaunes, style Timberland. Je suis monté à l'étage et ai regardé au coin, espérant y voir mon frère. Quand mon père me dit qu'en fait il est à 2 heures d'ici. À Buffalo, mon père et moi étions seuls à la maison et il portait une chemise bleue. La deuxième fois, je venais de nourrir les chats et j'ai décidé de monter à l'étage pour aller me coucher. À mi-chemin dans l'escalier, j'entends la voix d'un homme en colère me crier dessus, là où j'avais vu l'apparition dans le couloir. La troisième fois, ma sœur et moi faisions une nuit blanche sur le canapé parce que j'avais un rendez-vous chez le médecin le matin. Ma sœur dit qu'elle doit aller aux toilettes et se lève, puis elle marche vers le couloir. Mais elle fait immédiatement demi-tour et se rassoit. Elle se met alors à regarder le mur et à pleurer. Je lui demande ce qui ne va pas, et après l'avoir un peu rassurée, elle me dit qu'elle a vu une énorme silhouette sombre traverser le couloir, juste en haut des escaliers menant au sous-sol. Donc cela fait 3 manifestations distinctes, toutes au même endroit, avec 2 témoins différents. Comme cela a effrayé ma sœur, j'ai décidé le lendemain de purifier cette zone ainsi que l'endroit où mon frère séjournait. J'ai purifié tout le sous-sol avec de la sauge, de la fumée et de l'eau bénite salée.
Plus rien ne s'est jamais produit après cela. Il a déménagé peu de temps après. Quelques années plus tard, j'ai compris que c'était une partie fracturée de lui-même, comme une manifestation pépon. Kanqueas, Katstonka. Autant que je sache, il se promène toujours, laissant des morceaux de lui-même partout où il va. J'avais peut-être 9 ou 10 ans quand c'est arrivé. Nous venions d'emménager dans un quartier isolé et étrange en Virginie occidentale, juste au-dessus d'un grand pont en acier. Nous n'emménagions pas dans notre propre maison, mais dans une grande vieille maison avec des amis proches de la famille. Elle avait 4 chambres, si on comptait le bureau, un sous-sol, 2 salles de bain, et ce grenier étrange qui faisait aussi office de dressing. Ancienne, grinçante, elle avait quelque chose d'étrange. Pour accéder à la chambre où ma mère et moi logions, il fallait passer par la salle de bain à l'étage, puis traverser le dressing. Notre chambre était presque cachée derrière tout cela, et de l'autre côté, une porte menait à une chambre séparée. J'avais l'impression que la maison avait été réaménagée rapidement, comme si les murs servaient à dissimuler quelque chose. Quand nous avons emménagé pour la première fois, les adultes nous ont dit quelque chose qui m'est resté dans un coin de la tête. Les anciens locataires, voire les propriétaires, auraient à pratiquer du vaudou ou de la magie rituelle. Je ne sais pas ce que c'était, mais il y avait des preuves partout. Des poupées, tellement de poupées, des poupées en plastique, des poupées en porcelaine, des poupées Barbie, même juste des têtes, détachées qui dansissent et couvertes de poussière, dont certaines étaient suspendues avancées par le cou à des ficelles dans le placard. De nombreux paquets étaient entassés dans les tiroirs, yeux grands ouverts, bras figés en mouvement. Juste devant la porte de notre chambre, il y avait 4 crayons scotchés au mur, chacun avec une tête en fil de laine collée au sommet, comme une petite effigie grossièrement fabriquée. Chaque crayon avait un nom inscrit sur toutes ses faces. Il y avait quelque chose de dérangeant chez eux. Nous étions tous d'accord, même les adultes, pour ne pas y toucher. Ça ne semblait tout simplement pas sûr. Mais bien sûr, l'un des adultes, l'un des papas, les a quand même arrachés, disant que ce n'était que des trucs bizarres. Et après ça, les choses ont changé. La porte de notre chambre refusait de rester fermée, le loquet ne tenait pas bien et nous n'avions pas de serrure. J'étais si petit à l'époque que j'avais encore un siège auto. Nous la coincions contre la porte pour éviter qu'elle ne s'ouvre en grand la nuit, la maintenant juste entr'ouverte. Un soir, la plupart des adultes sont sortis au bar, seuls 2 sont restés à la maison avec leur tout petit de 2 ou 3 ans. Je suis resté dans la chambre à regarder mon iPad. Je l'ai éteint par accident et ne connaissais pas le mot de passe pour le rallumer. J'ai essayé la télé, mais elle ne s'allumait pas, soudainement. J'étais juste assis là en silence, entouré de mes jouets et de cette épaisse immobilité. Environ 10 minutes plus tard, c'est arrivé. La porte, celle de la chambre individuelle qui était maintenue, fermée par un siège auto, s'est ouverte brusquement. Elle ne s'est pas ouverte lentement et en grinçant, elle a littéralement volé, presque explosé. Le bruit de la porte claquant contre le mur était si fort, si soudain que j'ai crié et j'ai immédiatement éclaté en sanglots. Personne n'est venu plus tard. Ils ont essayé de me dire que c'était le petit. Peut-être qu'il était allé aux toilettes et qu'il avait poussé la porte. Mais si cela avait été vrai, je l'aurais vu. Il aurait dû courir à toute vitesse dans le couloir. Je l'aurais entendu. Il n'y avait rien. Seulement le bruit soudain de la porte, puis le silence. Après ça, j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Mes jouets n'étaient pas là où je les avais laissés. Des ensembles entiers d'un temple étaient déplacés, mon animal en peluche préféré changeait de place. L'une de mes poupées, une vieille avec laquelle je ne jouais jamais, était assise au milieu du sol un matin. Je sais que ce n'est pas moi qui l'ai mise là, et le pire, c'est que je ne pouvais plus prendre de douche avec la porte de la salle de bain fermée. Le verre de la douche était dépoli, mais pas assez pour cacher ce qui se passait. J'ai vu une silhouette, une grande ombre immobile en forme d'humain, simplement debout devant la porte, sans bouger, sans parler, juste en train de regarder. En ouvrant brusquement la porte, il n'y avait personne, aucun bruit, ni empreinte. Nous n'y avons vécu que quelques mois, les relations familiales sont devenues tendues, parfois abusives, et nous sommes partis soudainement. Parfois je repense à cette maison, aux poupées, aux noms sur les crayons, et à ce moment où la porte a explosé sans personne. Et je me demande ce que nous avons réveillé en emménageant, et je me demande si c'est jamais parti. Nous sommes en 1993. Mes parents avaient 3 enfants à l'époque, ma sœur aînée, mon frère aîné et moi.
2 autres sœurs sont arrivées plus tard. Mes parents finalisent de l'achat de la maison. C'est là que tout a commencé, alors que la signature touchait à sa fin. On a demandé à mes parents s'ils avaient d'autres questions concernant la propriété. Ma mère a demandé à Monsieur Geller, le vendeur, si quelqu'un était décédé dans la maison. La réponse de Monsieur Geller a été « Pourquoi vous avez peur des fantômes ?» Je pense que leur négociation était terminée, donc nous avons emménagé. C'était une ville de banlieue, mais notre quartier était l'un de ces quartiers de films où toutes les maisons se ressemblaient, sauf celle que nous venions d'acheter. Et tout le monde connaissait tout le monde et tout ce qui se passait. Toutes les maisons du quartier étaient de plain-pied avec 2 chambres, une salle de bain, une cuisine, un salon et une salle à manger. Monsieur Geller a agrandi la maison que nous avons achetée quand il en était propriétaire et elle avait 2 étages, 5 chambres, 3 salles de bain, un salon de beauté et un atelier attenant. Et notre maison était la plus grande du quartier, donc nous nous sommes installés dès la première semaine. Ma chambre était censée être la dernière pièce à gauche à l'étage, mais dès le premier jour, cette pièce me terrifiait. Alors mon frère et moi avons partagé une chambre, la dernière à droite. Après avoir déballé nos affaires et nous être installés, nous avons décidé de faire une promenade dans le quartier. Nous avons fermé la maison, éteint les lumières, verrouillé la porte et sommes partis rencontrer le voisinage. Nous avons parcouru les 5 rues qui composaient notre communauté et en revenant vers la maison, nous pouvions la voir au loin. Toutes les lumières étaient allumées dans l'autre maison et la porte d'entrée était ouverte. Ma mère nous a fait rester à 2 maisons de là, pendant que mon père est allé inspecter la maison. Quand mon père m'a donné le feu vert, ma mère a appelé la police pour faire le signalement. Ils ont inspecté la maison sans rien trouver, l'affaire a donc été classée. Je crois que c'était l'un des premiers signes d'activité paranormale dans la maison. Je ne sais pas combien de temps s'était écoulé, peut-être quelques jours, mais nous avons organisé la pendaison de crémaillère pour accueillir le quartier et de nombreux voisins sont venus. Notre voisin d'à côté, Bill, était hésitant à entrer et il est resté sur le porche, mais il a fini par entrer, s'est assis sur le canapé et a bu quelques bières. Ma chambre au rez-de-chaussée, attenante au salon, était aussi la salle de jeu de mon frère avec la télé, la Sega et la Nintendo. Il y avait aussi une cage à hamster là-dedans, mais pendant cette fête, j'ai décidé de mettre mon hamster dans la boule. Et Bill était déjà détendu à ce moment-là. Pendant que le hamster en question roulait dans sa boule et se dirigeait vers le salon. Et Bill est donc devenu silencieux. Mes parents ont remarqué cela chez Bill et lui ont demandé s'il allait bien. Je suppose que Bill n'était pas habitué aux hamsters et à leurs jouets, et tout ce qu'il voyait, c'était la boule, a dit Bill. Si cette boule bouge encore une fois, je pars et je ne reviendrai pas. Eh bien, à ce moment-là, mon hamster s'est transformé en flash et est parti dans sa boule. Bill a filé dehors et est rentré chez lui. Il a tenu parole et pendant des années, jusqu'à son déménagement, il n'est jamais entré. Notre maison, il ne venait que dans notre allée ou parfois dans notre jardin, mais rarement. Il venait sur le perron, même après que ma mère lui ait dit que c'était un hamster dans une boule. Nous sommes restés là quelques mois, vivant une vie de famille, des années 80 ans. Et ma mère est dehors et commence une conversation avec une dame d'en face. Nous les appelions Mima et Papa. C'est là que Mima informe maman que 2 dames sont décédées dans cette maison d'un cancer. La femme de Monsieur Geller et sa fille, Min Mar, affirment aussi que Monsieur Geller était étrange et avait fait construire des pièces secrètes chez lui. Derrière des étagères, des portes secrètes et tout un équipement de pompier à l'ancienne, avec une hache de pompier et un tuyau enroulé derrière le mur, elle pensait que c'était le mur où se trouvait l'Anskek, Sabolazanskalias. Certaines personnes étaient au courant des pièces secrètes, donc je suppose que ce n'était pas totalement un secret. Ma mère a invité Mimar et lui a montré les pièces transformées en pièces ordinaires lors d'une visite de la maison, avant qu'ils ne vendent la maison. L'une était dans notre salle informatique avec des escaliers pour l'étage. Juste à côté des escaliers, il y avait une bibliothèque intégrée qui était l'une des pièces de secrètes et qui passait sous les escaliers pour aller dans notre buanderie. La bibliothèque avait été vissée, mais si on passait par la porte de l'autre côté, on pouvait voir l'arrière de la bibliothèque. Elle avait encore des charnières et était vissée au mur de l'autre côté, donc on ne pouvait pas l'ouvrir. La chambre à l'étage, ma chambre. On pouvait voir une fine fissure dans le mur qui passait au-dessus des escaliers en forme de porte. Elle était scellée avec du placoplâtre.
Mima a dit que Monsieur Geller y gardait son coffre-fort. Je n'aimais toujours pas cette pièce, mais ma mère a forcé mon frère et moi à y emménager car c'était la plus grande et nous devions la partager. Nous avons emménagé dans ma chambre d'origine à l'étage, à gauche, l'avons équipée de notre télé, chaîne stéréo, lit superposé et jouets. Je dormais sur le lit du haut et mon frère en bas. C'est à ce moment-là que le rêve a commencé. Chaque nuit où je faisais un rêve, je n'arrivais pas vraiment à l'expliquer à mes parents, mais j'essayais. Je disais toujours à ma mère que j'étais coincé et que je ne pouvais pas sortir. Je me souvenais de ces rêves comme si c'était la nuit dernière. Je me rappelle marcher dans la maison en rêvant, appelant à l'aide sans pouvoir parler. J'étais là et je pouvais voir ma famille et ce qui se passait, mais j'étais juste coincé et je ne pouvais ni sortir ni bouger. Je me souviens avoir tenté d'appeler le 911 sans y parvenir. Ça a duré longtemps et ça s'est finalement transformé en un autre rêve. Même situation, mais je pouvais désormais me déplacer, marcher et parler, tout en ayant peur. Je me cachais un peu partout dans la maison, derrière les portes, sous les lits ou les meubles, et j'observais cette ombre effrayer ou blesser ma famille. Je me réveillais toujours en pleurant ou en criant, et ma mère venait de me chercher et me laissait dormir avec elle. Ma mère finissait par me gronder, me disait de retourner au lit et d'arrêter les cauchemars, mais je n'y arrivais pas. Mon frère s'est mis à faire du somnambulisme, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant. Il se levait la nuit pour errer dans la maison, et le matin, on le retrouvait endormi dans des endroits insolites, comme le couloir ou la baignoire. Ma mère l'a emmené chez un médecin pour le somnambulisme, et après avoir entendu ce qui se passait, Mima nous a donné une croix à accrocher dans notre chambre. Ça a aidé pendant un moment et les cauchemars se sont arrêtés. Un soir, mes parents avaient des amis à la maison et ils étaient tous dans le salon, en train de boire, de rire et de passer un bon moment. Ma mère m'a demandé de prendre quelque chose dans sa chambre à côté de la mienne, alors je l'ai fait. Pendant que j'étais à l'étage, j'ai entendu un fracas en bas, puis un autre, puis des cris. Je suis descendu en courant et j'ai trouvé tout le salon en chaos. Les bougies de ma mère volaient une à une de l'étagère de la cheminée. Mes parents criaient, des gens hurlaient. Certains étaient sortis en courant, d'autres restaient figés sur le canapé, observant la scène. Après l'arrêt de tout, beaucoup sont partis et la soirée s'est terminée. Nous n'avons jamais su la cause. Les choses ont toujours été étranges dans la maison. Des sensations bizarres, des bruits, des visions. Mes petites sœurs sont nées pendant que nous vivions là-bas. Elles ont toutes les deux eu beaucoup de problèmes quand elles étaient bébés. Elles pleuraient en souvent. L'une avait des soucis médicaux résolus des années après. Et un soir, ma mère baignait la plus jeune, et les yeux de ma petite sœur se sont retournés, elle a arrêté de respirer et elle est devenue toute violette. Ma mère a crié pour appeler mon père, endormi dans la chambre. Il s'est réveillé, a couru dans la salle de bain, a pris ma sœur dans ses bras et elle a haleté puis s'est mise à pleurer. C'était un moment de soulagement, mais aussi un moment de confusion et de peur. Rien de tel n'est jamais réarrivé. Je me souviens d'une autre nuit, un week-end où un ami était chez moi. Nous jouions à la Super Nintendo dans notre chambre quand nous avons entendu la porte s'ouvrir et quelqu'un monter. Nous pensions que c'était mon père qui venait nous dire d'aller nous coucher. Les pas sont montés jusqu'en haut des escaliers et se sont arrêtés, mais personne n'était jamais apparu. Nous nous sommes levés et avons regardé, et il n'y avait personne. Nous avons couru en bas, trouvé mes parents dans la cuisine, qui nous ont assuré que personne n'était monté. Nous étions terrifiés et avons supplié de dormir dans le salon. Peu de temps avant notre déménagement, j'ai fait un autre rêve. Je me cachais à nouveau. Derrière un canapé du salon, j'observais l'ombre noire tourner encore autour de la maison et effrayer ma famille. Je me souviens que c'était une nuit orageuse, il pleuvait avec des éclairs. Ma petite sœur était dans son berceau et pleurait, et ma mère essayait de la calmer. Mon père se rasait dans la salle de bain et je l'observais en cachette. Puis l'homme de l'ombre est arrivé derrière mon père et l'a coupé avec un rasoir, et je me suis réveillé en hurlant. Nous avons déménagé peu de temps après ce rêve, et je ne l'ai plus jamais refait, et je n'ai plus jamais rien vu ni entendu d'étrange après ça. Je suis passé devant la maison il y a plusieurs années, et j'ai rencontré le gars qui l'a acheté, il a dit il n'avait rien vécu d'étrange. Mais il m'a aussi dit qu'il avait complètement vidé la maison et tout refait. Il a mis la maison à nu, les murs et tout le reste. Et maintenant, c'est une maison de plein pied avec 3 chambres. Dans les années 90, mon père possédait quelques maisons à louer quand les locataires partaient ou décédaient. Ma copine et moi étions l'équipe de nettoyage. On entrait, repeignait, arrachait la moquette et remettait l'endroit en état pour vivre. Mais il y avait une maison à laquelle je pense encore.
Mon père l'avait acheté des années plus tôt, alors qu'un locataire y vivait déjà depuis longtemps. Un homme âgé qui restait dans son coin. Après le décès du gars, mon père nous a demandé d'y aller pour commencer la rénovation. Ça semblait routinier, on l'avait déjà fait plein de fois avant que les choses étranges ne commencent. Presque immédiatement, on a commencé dans les chambres, comme d'habitude, à passer la sous-couche sur les murs, à arracher la moquette, mais on n'arrêtait pas de perdre nos couteaux à moquette. On s'est dit qu'on les avait sûrement roulés avec l'ancien revêtement par erreur, alors on a été malin, on a pris des cutters orange fluo. Et il faudrait être aveugle pour ne pas les voir. Pourtant, ils continuaient à disparaître du sol, comme s'ils n'avaient en jamais été là. Ensuite, on est passé au salon, on a roulé le tapis et on s'est arrêté net. Le sous-plancher en liège était imbibé de taches sombres, larges, irrégulières, de la couleur du sang séché. On a plaisanté en disant que quelqu'un avait peut-être dépecé un cerf ici ou une très grosse poule. Pourtant, on a continué. J'étais en train de peindre les murs du salon quand j'ai vu une ombre en forme humaine traverser le mur d'en face. Je me suis retourné, mais il n'y avait personne, alors je suis sorti en courant, pensant que quelqu'un rôdait autour, peut-être un releveur de compteur ou un voisin curieux. Mais la rue était vide. J'ai inspecté la maison, le jardin, la ruelle, le portail latéral, et même au-dessus des clôtures, sans rien trouver. Je suis rentré, nous avons vite fini le travail, ensuite. Nous avions tous les deux ce sentiment nerveux, viscéral, que nous n'étions pas censés être là. Quelques jours plus tard, mon père a appelé. « Qu'as-tu utilisé pour nettoyer ?» a-t-il demandé. Parce qu'il y a plein de mouches, j'y suis retourné et il n'exagérait pas. Des dizaines de mouches, peut-être des centaines. Elles grouillaient sur les fenêtres, les luminaires, il y en avait même des mortes en tas, le long des plinthes. L'odeur était légère mais âcre. J'ai frotté chaque surface plane avec un mélange d'eau, de javel, chaque mur, chaque plan de travail, chaque placard. Le lendemain matin, encore des mouches. La maison n'avait pas de vide sanitaire, elle était construite sur une dalle de béton, donc nous avons écarté les rongeurs ou les eaux usées. Mon père pensait qu'elles entrèrent par les fissures dans la dalle, alors il les a bouchées. Tout le monde a utilisé du mastic au silice et du calfeutrage pour rendre ça étanche à l'air, mais ça n'a rien changé. Les mouches poisson-tours sont revenues. Je les ai aspirées dans des tas d'entre elles, des centaines, sans nourriture, sans déchets. Pourtant, elles continuaient à entrer. Mon père avait vécu la Grande Dépression, combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et élevé 10 enfants. Sa vie avec des mains calleuses et une détermination obstinée. Il n'était pas superstitieux et n'aimait pas les histoires de fantômes. Il a vendu la maison tout de suite, sans hésiter comme il l'a dit. Je ne crois pas à ce genre de choses, mais je ne suis pas stupide non plus. Et je suis content que ce soit fini. J'y vivais autrefois. Une immense maison vieille de plusieurs siècles, plus de 300 ans avec de grosses poutres en bois et des couloirs pleins de courants d'air qui gémissaient tomber sous le poids d'au-dessus du temps. Beaucoup de personnes qui sont venues affirmaient avoir vécu des choses étranges. Des ombres inhabituelles, des portes grinçantes s'ouvrant seules et une sensation d'être observé. Mais moi j'y ai vécu pendant des années et je n'ai jamais rien vécu de tel. J'ai toujours mis ça sur le compte d'une imagination débordante, d'une grande vieille maison sombre, de bruits étranges. Il est facile de se faire peur, mais certaines histoires, comme celle de mon oncle, m'ont fait réfléchir. Ce n'est pas le genre à exagérer ou inventer, c'est un homme de science, logique et raison. Pourtant, après avoir passé une nuit chez nous, il m'a raconté quelque chose qui me donne encore la chair de poule. Il s'était levé tard, n'ayant pas dormi, et est descendu prendre un verre d'eau en cuisine. Il a rempli le verre à l'évier, s'est retourné et a traversé la pièce vers l'autre extrémité. Alors qu'il allait boire, il a laissé tomber le verre, qui s'est brisé au sol. Mais voici le plus étrange, il n'y avait aucune eau, il a juré dans tous les sens. Il l'avait rempli, mais le sol était sec, aucune trace d'eau. Comme s'il ne l'avait jamais versé au départ, il a essayé de trouver une explication. Peut-être qu'il était fatigué, peut-être qu'il avait imaginé remplir le verre. Mais le malaise dans sa voix quand il me l'a dit, ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait expliquer. Et puis il y a eu mon moment. Je ne croyais pas aux fantômes, pas avant cette nuit-là. J'étais assis dans le salon en train de lire, avec le feu qui crépitait doucement dans la cheminée. La lueur des flammes éclairait la pièce et il y faisait chaud, malgré le froid habituel qui semblait s'insinuer dans la maison après la tombée de la nuit. Et puis j'ai entendu un fracas, un bruit fort et violent venant de la pièce voisine. Ce n'était ni le craquement habituel, ni le gémissement de la vieille maison.
C'était différent, volontaire et assez brutal pour accélérer mon cœur. J'ai sursauté et je me suis précipité dans la pièce, m'attendant à trouver quelque chose d'évident, un cadre tombé peut-être, ou une chaise renversée. Mais j'ai vu une bûche, un gros morceau de bois d'environ 30 cm de long et 10 à 12 de diamètre posé au milieu du sol. On aurait dit qu'elle avait fait partie d'un vieux meuble. Je l'ai regardée un instant, complètement perplexe. Il n'y avait aucun meuble cassé, rien n'était déplacé. Ma première pensée a été la cheminée, mais cela n'avait pas de sens non plus. La cheminée avait une grille très lourde devant elle, une barrière solide qui couvrait tout sauf un petit espace en haut. Même si une bûche avait bougé, il était impossible qu'elle se retrouve à 5 mètres de l'autre côté de la pièce. J'ai alors pensé que quelque chose comme un oiseau avait pu le faire tomber dans la cheminée, mais c'était aussi impossible. Il n'y avait pas d'arbre en surplomb. Et même si des oiseaux nichéandaient parfois dans la cheminée, il n'y avait aucune chance qu'un oiseau puisse soulever une bûche aussi lourde et la faire tomber parfaitement sur le sol. Plus j'y pensais, plus cela semblait impossible. Je suis resté là à fixer la bûche, cherchant une explication logique, mais rien n'avait de sens. Jusqu'à ce jour, je n'ai aucune idée de comment la bûche est arrivée là, et plus j'y pense, plus cela me trouble. Peut-être que j'ai eu raison depuis le début, peut-être que mon oncle et tous les autres qui avaient maintenant vu et entendu des choses ne laisseraient pas simplement leur imagination s'emballer. Parce que cette nuit-là, quelque chose s'est passé et je n'ai aucune explication à cela. J'avais 13 ans à ce moment-là. Ma famille vivait dans un petit duplex des années 1970 à Calgary, Alberta. Rien de spécial. Un soir ordinaire, ma sœur jumelle et moi avons décidé d'inviter quelques amis pour une soirée cinéma. Du popcorn tout à fait innocent, des snacks et quelques sodas. Et je me souviens que j'avais un petit béguin pour l'une des personnes qui venaient, donc j'étais peut-être plus excité que d'habitude. Nous étions 5 en tout. On s'est installé au sous-sol qui servait aussi de lieu de détente, juste un canapé, une vieille télé et un mur qui nous séparait de la buanderie et de la salle des machines. C'était chaleureux, à la façon du début des années 2000 faiblement éclairé, avec le bourdonnement du chauffe-eau étouffé derrière la porte. On a mis une comédie populaire à l'époque et on s'est installé pour la soirée. Au fil de la soirée, 3 de nos amis se sont lentement endormis. Au final, seuls un ami et moi étions encore réveillés. Assis côte à côte sur le canapé, nous regardions la dernière scène du film. La pièce était plus sombre que je ne le pensais, jusqu'à ce que le générique commence à défiler. Et c'est alors que c'est arrivé, même pas 2 minutes après la fin du film. Sortant de la buanderie plongée dans le noir total, quelque chose a flotté dans le salon. C'était peut-être de la taille d'une balle de softball, blanc bleuté, brillant doucement, avec un léger halo autour. Elle se déplaçait lentement et calmement, flottant à hauteur de poitrine, à environ 1,50 m du sol. Elle a dérivé de quelques mètres dans la pièce, puis est simplement restée là, suspendue dans l'air, juste devant nous. Je ne sais pas combien de temps elle est restée, 2 ou 3 secondes peut-être, le temps semblait alors étrange. Puis, aussi lentement qu'à son arrivée, elle s'est retournée et a flotté vers la buanderie, disparaissant par la porte. Mon ami et moi nous sommes juste regardés, sans crier, courir ni parler. Nous nous sommes regardés en silence, stupéfaits, sans savoir quoi dire, mais nous l'avions tous vu. Et voici la partie étrange. Je n'avais pas peur, pas exactement. Ça ne semblait ni maléfique, ni menaçant, ni même curieux. Ça semblait neutre, comme si ça ne s'intéressait pas du tout à nous. Nous n'en avons plus jamais reparlé. Quelques mois plus tard, cet été, ma famille a tout emballé pour traverser le pays et déménager. J'ai perdu contact avec cet ami, et cela fait plus de 15 ans sans nouvelles. Mais je repense souvent à cette nuit-là. La sphère lumineuse, le silence, cette sensation qu'une chose a traversé notre espace alors qu'elle n'aurait pas dû. Mais ça ne se souciait pas d'être vu. Je sais comment cette histoire sonne. Si quelqu'un me l'avait raconté, j'aurais probablement pensé qu'il manquait de sommeil, qu'il hallucinait ou qu'il se souvenait mal de quelque chose d'électrique et d'explicable. Mais ce n'était pas mon cas. Et je le jure sur tout ce que je sais. C'est arrivé exactement comme je l'ai décrit. Alors maintenant je demande, qu'est-ce que c'était ? Est-ce que quelqu'un a déjà vu quelque chose comme ça ? Une sphère flottante qui brillait dans le noir, sans chaleur, sans bruit, ni raison d'être ? Parce que à ce jour, je ne sais toujours pas ce qui est passé dans notre sous-sol cette nuit-là, ni pourquoi cela a choisi de se révéler à nous.
il y a environ 5 ans. Ma fiancée et moi, ainsi qu'un de nos meilleurs amis communs appelé Kyle, vivions ensemble depuis quelques années. Et au plus fort du confinement, pendant la pandémie, nous avons décidé de lancer un stream sur Twitch, sous forme de table ronde, où nous parlions de toutes sortes de sujets geeks. 6 mois après le début, nous avons décidé de chercher une maison. À ce moment, 3 personnes, 2 chiens et un équipement de streaming semi-pro étaient entassés dans un 2 pièces. Et comme notre bail arrivait de toute façon à son terme, nous avons fini par signer un bail pour une maison de 5 chambres, qui avait un prix incroyablement abordable. La maison était vraiment étrange, dans le sens où elle avait 2 étages, chacun étant divisé en 2 demi-niveaux. Donc en gros, c'était une maison à 4 niveaux, y compris un sous-sol entièrement meublé qui était environ un demi-niveau plus bas que le rez-de-chaussée. Quand je dis entièrement meublé, je veux dire que c'était pratiquement un véritable appartement en sous-sol, avec un petit salon, une chambre, une salle de bain et une buanderie. Kyle s'est accaparé cet espace. Le salon principal et la cuisine se trouvaient au 3e étage, et à un demi-étage plus haut, il y avait la suite parentale et 2 petites chambres. Assez étrange, mais ça marchait car chacun avait une chambre, un bureau à domicile, et le salon du sous-sol servait de studio de streaming. La nuit de notre emménagement, je déballais des cartons dans la suite parentale à l'étage, pendant que mon fiancé et des amis organisaient les boîtes au garage. Je me souviens que les poils sur ma nuque se sont dressés soudainement, sans raison apparente. Quelque chose a fait un bruit très fort, un « ha » dans mon oreille, presque comme si quelqu'un chuchotait en criant quelque chose. Je suis tout de suite descendu au garage et on a justifié cela en disant que j'étais sûrement trop fatigué ou que j'avais peut-être entendu un sac plastique bruire dans la pièce. Je n'étais pas convaincu, mais je n'ai pas insisté. Peu après, nos chiens sont devenus agités. Pour vous donner le contexte, une grande fenêtre étrange, sans moustiquaire ni store, était incrustée dans le mur de la douche principale. Elle donnait sur le côté de la maison. Elle était visible à la fois par nos voisins d'à côté et par celui dont l'arrière-cour était en diagonale de la nôtre. Je suis une grande fille, mais heureusement, elle était assez haute dans le mur pour que je ne fasse pas de spectacle sous la douche. La salle de bain principale n'était pas non plus séparée par une porte, il y avait juste une arche dans la salle de bain depuis la chambre. Nous étions tous les deux d'accord pour dire que la fenêtre nous donnait une sensation étrange d'être observés la nuit, même si elle se trouvait au 2e étage. Puis nos chiens se sont mis à grogner dans l'obscurité de la salle de bain la nuit. Alors que nous avions décidé d'accrocher des rideaux pour atténuer le côté inquiétant de la fenêtre, il passait quand même parfois la tête derrière le rideau depuis la salle de bain et grogna ce qui était charmant. Le problème suivant qui a commencé à se manifester était une sensation écrasante d'être observé lorsque j'étais seul dans le sous-sol. Kyle voyageait souvent pendant des semaines d'affilée, puisque son travail était entièrement à distance et il allait rester avec sa compagne pendant parfois un mois entier. Aucun problème au début. En emménageant, je faisais ma lessive sans rien de particulier. Mais avec le temps, je ressentais une véritable angoisse qui me tordait l'estomac. Si j'étais au sous-sol et chaque fois que j'entrais dans la buanderie, peu importe si la climatisation était en marche ou d'autres facteurs extérieurs, la porte de la pièce se refermait inévitablement lentement derrière moi. Ça n'était jamais arrivé quand une autre personne était là avec moi, mais chaque fois que j'étais seul en bas, ça me provoquait une peur primale. Le fait que la porte se ferme en soi n'était pas effrayant en tant que tel. Mais associé à cette sensation écrasante d'être observé, cela se transformait en une impression intense d'être traqué, comme si quelque chose voulait m'enfermer dans la pièce. Le pire est arrivé tard dans la nuit. Un week-end, bien après que nous soyons tous revenus à la normale pour le travail. Nous sommes tous des oiseaux de nuit. Et en tant que tel, je suis resté éveillé vers 3h du matin à regarder un film dans ma chambre, pendant que mon fiancé jouait à des jeux vidéo dans son bureau. Je devais m'être assoupi et avoir été réveillé par quelque chose dans le film. Cette nuit-là, j'ai vécu ma seule expérience de paralysie du sommeil. Je ne pouvais ni parler ni bouger et respirer était difficile. Ces 30 secondes m'ont paru durer des heures. Mais une fois que c'est passé, j'ai appelé mon fiancé et il m'a aidé à me calmer après une expérience aussi effrayante. Plus tard, je me suis couché et endormi vers 4h du matin jusqu'à ce qu'il entre brusquement, me secoue et demande si j'étais allé dans son bureau. Je suis sûr d'avoir paru grognon en lui demandant s'il se rappelait m'avoir réveillé pour poser sa question.
mais il avait vraiment l'air secoué, ce qui m'a vite réveillé. Il m'a dit qu'il était en match quand il a vu quelqu'un entrer dans son bureau par la porte derrière sa chaise. Il porte des lunettes, et tu sais qu'on peut parfois voir des reflets malsains comme ça. Et il a supposé que c'était moi qui attendais la fin de son match. D'habitude, si ce n'est pas une urgence, j'attends. Et ensuite, il déplace son casque anti-bruit sur le côté pour qu'on puisse discuter. Il a continué à jouer jusqu'à ce que quelque chose tire soudainement le dossier de sa chaise de bureau en arrière si fort qu'il a failli tomber. D'autres choses étranges se sont produites dans la maison. Des bruits la nuit, des coups sur les murs venant du grenier, nos chiens qui agissaient bizarrement. Et parfois, ils ne voulaient pas aller dans le jardin la nuit ou ne voulaient pas rentrer de l'extérieur. Avoir l'impression qu'il ne fallait pas descendre le long couloir à l'étage la nuit. Nous sommes restés là pendant 3 ans, et l'énergie de la maison est devenue de plus en plus mauvaise au fil du temps. Mais finalement, nous avons déménagé et il ne s'est plus rien passé depuis. J'ignore ce qu'il y avait dans cette maison ou ce qui s'y est passé avant notre arrivée. Mais je n'ai jamais vécu quelque chose de semblable auparavant et j'espère ne jamais revivre ça. Tout a commencé il y a environ 1 an. Nous vivons dans une maison en briques solides, moi, mes frères et sœurs et mes parents. C'est une vieille maison. Au début, nous pensions que c'était juste dans les placards de la chambre de mes parents. Peut-être que les portes en bois se dilataient à cause du froid ou qu'elles travaillaient. Mais ensuite, le bruit est revenu, les coups plus clairs, plus lourds. Ça ne venait pas des portes du placard, ça venait de l'intérieur même du mur. On a commencé à entendre des grattements aussi, pas seulement des bruits doux ou accidentels, mais de longues griffes délibérées s'étraînant contre le bois, comme si quelque chose était piégé ou en colère. On pensait que c'était des souris ou un chat, même si on n'en a pas, mais malgré l'attente, personne n'a jamais rien vu. Mon père a même vérifié le mur à l'intérieur du placard, derrière une vieille étagère. Il a trouvé un petit trou déjà scellé avant même qu'on emménage, muré comme si quelqu'un avait essayé d'enfermer quelque chose à l'intérieur. Puis sont venues les mouches, ça a commencé par une, puis d'autres, puis soudain des nuées dans la chambre de mes parents, des mouches noires, épaisses et lentes. Dans notre culture, les mouches ne sont pas des nuisibles, ce sont des présages, des symboles de sorcellerie ou de présence démoniaque. C'est devenu si grave qu'on a dû fermer la porte pour les contenir. Finalement, mon père a trouvé quelque chose d'assez puissant pour toutes les tuer. Je ne me souviens plus, mais ça a marché. Les mouches la ont morte, et d'un coup, les grattements se sont arrêtés, les coups ont cessé et nous avons espéré que c'était fini. Mais nous avions tort, car en février, ça a recommencé. Les mêmes coups, les mêmes grattements, au même endroit dans le mur. Mais cette fois, c'était plus sournois. J'ai essayé de l'enregistrer. Allongé dans mon lit, téléphone en main, je gardais le doigt sur le bouton d'enregistrement, attendant. J'entendais les coups aussi clairement que le jour, juste derrière la tête de lit. Mais au moment où je bougeais, où je parlais, ou même quand j'allumais la lampe torche, tout devenait silencieux, comme si ça savait que j'essayais de l'attraper. Une nuit, téléphone prêt, certain de l'enregistrer enfin, j'ai attendu dans l'obscurité totale. Et cette nuit-là, rien. Pas un coup, pas une éraflure, comme si ça attendait que je craque. Le plus effrayant, ces murs sont en briques solides, sans vide sanitaire ni espace creux où quelque chose pourrait se cacher. Quoi que ce soit, ce n'est pas quelque chose qui devrait pouvoir bouger comme ça, pas à l'intérieur. Nous ne savons toujours pas ce que c'est, mais je sais ceci. Ça ne revient qu'à cette période de l'année. Et quoi que ce soit, ça ne veut pas être vu, et ça ne frappe jamais si tu regardes. Je vivais dans un vieil immeuble d'avant-guerre à New York, une structure massive avec des murs épais, des couloirs étroits et des planchers en bois grinçant. Ma fille et moi vivions dans un petit appartement au 4e étage. Chaque soir, après l'avoir couché, je m'effondrais sur mon lit et vidais mon esprit devant une émission sans intérêt. Mon lit était placé de façon à ce que, de là où j'étais allongé, je puisse voir une petite partie du couloir devant notre porte. Dans ma vision périphérique, et chaque nuit, sans exception, je le voyais. Une grande ombre sombre glissait doucement devant la porte, juste à la limite de mon champ de vision. Elle se déplaçait lentement, flottant presque comme un lourd rideau porté par la brise. La silhouette, d'une taille impossible, avait de longs membres fins qui ondulaient en île surnaturellement.
Mon cœur bondissait chaque fois qu'une secousse glaciale de peur me serrait la poitrine. Je tournais soudain la tête vers le couloir, les yeux grands ouverts. Mais il n'y avait jamais rien, seulement la lueur tamisée de l'ampoule du couloir qui oscillait faiblement, projetant de longues ombres vacillantes. Au début, j'étais terrifié, mais après quelques mois, je me suis convaincu que ce n'était qu'un simple jeu de lumière. Un problème à l'œil, une ombre du papier peint qui s'écaille, ou un coin déformé de ma vision, qui me jouait de mauvais tours. Finalement, j'ai arrêté de sursauter. Quand je le voyais, cela faisait partie du rythme nocturne, comme un visiteur indésirable mais familier que j'ai simplement appris à ignorer. Nous avons vécu là pendant plusieurs années et l'ombre n'a jamais cessé d'apparaître. Je n'en ai jamais parlé à quelqu'un qui m'aurait cru. Une mère fatiguée dans un appartement grinçant de New York. Puis, juste une semaine avant notre départ, les cartons étaient faits et l'appartement était à moitié vide. L'ombre est revenue avec force, mais cette fois, ce n'est pas moi qui l'ai vue. Un soir, ma fille et moi étions allongés sur le lit à regarder la télévision dans la lumière tamisée. Elle était étalée au pied du lit, jouant tranquillement avec ses poupées. L'appartement était étrangement silencieux, à part le faible murmure de la télévision que je percevais du coin de l'œil. Là, c'était cette même ombre grande et élancée qui glissait devant la porte comme un spectre. Mais cette fois, ma fille s'est soudainement redressée, son petit visage pâle et les yeux écarquillés, et elle a chuchoté « Maman, c'était qui ?» Mon sang s'est glacé alors que je me redressais d'un bond. « Tu l'as vu, tu as vu l'ombre. » Elle a hoché la tête, incapable de détacher ses yeux de l'embrasure de la porte, ses petites mains agrippant la couverture. C'était ça. J'ai attrapé ma fille et nous avons emballé les dernières affaires dans une précipitation frénétique, mon esprit envahi par la crainte. Nous sommes partis cette nuit-là et avons dormi chez sa grand-mère. Sans jamais regarder en arrière, le bâtiment derrière nous restait silencieux et indifférent. Mais je savais que l'ombre était toujours là, tapis dans l'obscurité, attendant que le prochain regard aperçoive sa forme impossible, se mouvant juste au-delà du champ de vision. Nous avons rompu le bail et ne sommes jamais revenus. Tu n'aurais pas fait pareil ? J'ai toujours été attiré par tout ce qui est sombre, étrange, bizarre et paranormal depuis mon plus jeune âge, et j'ai aussi développé une passion pour les films d'horreur. J'ai vu Jeux d'enfants et La Nuit des Morts Vivants comme premiers films d'horreur, et je les ai adorés. En vieillissant, je me suis intéressé au paranormal, extraterrestres, cryptides, démons et tout ce qui touche à l'étrange, au-delà des films d'horreur. J'ai toujours aimé apprendre, mais je ne me suis jamais vu comme un croyant. J'ai besoin de voir pour croire, tu comprends ? Donc je me considère comme un sceptique ouvert d'esprit. J'ai vécu dans la même maison pendant la majeure partie de ma vie. Et il y a eu des choses au fil des années qui étaient étranges ou bizarres. Mais je n'appellerai jamais rien une preuve d'activité paranormale. Jurer avoir vu une ombre bouger près de vous à la cave, entendre quelqu'un parler quand vous êtes seul à la maison. Les trucs habituels et effrayants que toutes les hantises ont, mais rien ne m'a jamais vraiment prouvé que ma maison était hantée et que les fantômes existaient. Jusqu'à un événement il y a quelques années qui m'a foutu une peur bleue, parce que je n'avais aucun moyen de l'expliquer. J'habite dans l'Ohio et en juillet et août, il peut faire une chaleur insupportable et je n'ai pas de climatisation centrale. J'ouvrais les fenêtres et utilisais des ventilateurs. Ma mère travaillait de nuit, de 22h à 6h, donc il n'y avait que mon frère et moi. Il était environ 2 ou 3 heures du matin et mon frère était déjà au lit depuis quelques heures. À ce moment-là, j'étais prêt à dormir, alors j'ai commencé à éteindre les lumières et à vérifier les portes pour m'assurer que tout était bien verrouillé. Tout le rez-de-chaussée de la maison était plongé dans le noir, à l'exception de la lumière du couloir. Pour décrire la disposition de ma maison, le couloir a une sorte de forme de I majuscule. À gauche se trouve la chambre de ma mère, à droite la cuisine et derrière moi le salon et la salle à manger, puis il y a un couloir au fond. À gauche sont les escaliers vers ma chambre, à droite la salle de bain. En face, c'est notre véranda arrière. Pour avoir de l'air, nous laissions la porte de la véranda ouverte la nuit quand il faisait frais. J'ai descendu le couloir avec la lumière du couloir comme seule source de lumière. J'arrive à la porte de la véranda pour la fermer, immédiatement dans l'obscurité. Quelque chose fait un bruit que je compare à ceux des films. Quand quelqu'un court vers un ascenseur alors que les portes sont en train de se fermer et qu'il essaye de faire en sorte que quelqu'un dans l'ascenseur retienne la porte. Un marmonnement, attendez non.
Et cette voix sans visage était juste là à la porte, comme pour essayer de me faire laisser la porte ouverte. J'ai senti un courant d'air me frôler quand ce marmonnement a été prononcé, et j'ai la chair de poule rien qu'en le racontant. Pris de peur, j'ai claqué la porte de toutes mes forces, j'ai couru dans le couloir jusqu'à la cuisine et j'ai attrapé un couteau. Je croyais alors qu'un intrus était entré sur ma véranda et tentait de pénétrer dans la maison pour une raison inconnue. Et je suis resté debout dans le noir, juste hors de vue de la porte arrière, à écouter, attendant d'entendre quelqu'un. Soit essayer de rentrer dans la maison, soit sortir de la véranda, et c'était juste le silence, rien du tout. J'ai marché dans l'obscurité, regardant par les fenêtres à la recherche de quelque chose. Je suis entré dans la chambre de ma mère et j'ai regardé par la fenêtre vers la véranda, sans rien voir ni entendre, juste le silence. J'ai fait les 100 pas dans l'obscurité pendant bien 15 minutes tendues, attendant quelque chose, mais il n'y avait rien. Après m'être convaincu qu'il n'y avait personne, j'ai lentement traversé le couloir et j'ai éteint cette lumière. Obscurité totale. J'ai regardé par la fenêtre du porche. La porte était fermée, verrouillée, toujours là. Il n'y avait personne. Qu'est-ce que j'ai entendu ? Qu'est-ce qui s'est précipité sur moi ? Ce jour-là, je suis devenu un sceptique plus ouvert. J'ai cru qu'une chose sans forme physique m'a parlé, s'est approchée de moi et m'a foutu une peur bleue. Quand j'avais 18 ans, j'ai emménagé avec ma petite amie Sarah. Nous étions jeunes, proches, et honnêtement, j'ai sauté sur l'occasion. En grandissant, j'avais entendu des histoires. Ma mère avait vécu quelques expériences que de première main dont elle m'avait parlé, mais je n'avais jamais rien vu moi-même. Je pensais que la plupart de ces choses relevaient juste de l'imagination ou d'une mauvaise interprétation, mais cela a changé. Sarah m'a dit qu'il y avait quelque chose de différent dans sa maison. Ça a commencé doucement, à la 2e nuit dans la maison. Je dormais profondément dans le lit quand quelque chose a tiré fort sur mon pied gauche, assez pour me réveiller. À moitié endormi, j'ai laissé passer, pensant que c'était sûrement un rêve. Des semaines ont passé, puis des mois, mais la maison n'a jamais vraiment semblé normale, surtout vers l'arrière, là où se trouvait notre chambre et la salle de bain, attenante. Il y avait toujours cette présence, pas vraiment comme si on était observé, mais plutôt comme si on n'était jamais vraiment seul. J'ai demandé à Sarah si elle comprenait, elle a dit oui, elle avait vu et ressenti des choses. Elle a même admis qu'elle faisait des cauchemars récurrents, des cauchemars démoniaques, mais elle n'est jamais entrée dans les détails. Et je n'ai pas insisté comme elle l'a dit, ça m'en disait assez. Une autre chose a commencé à se produire que nous ne pouvions pas expliquer. En rentrant, on posait nos clés sur le plan de travail ou la table basse, puis elles disparaissaient en nous. Plus tard, on fouillait toute la maison à leur recherche, on se disputait gentiment, pensant que l'autre les avait déplacés, mais on ne les retrouvait jamais là où on les avait laissés. Il y avait toujours quelque chose d'étrange que personne n'avait touché, juste pour que tu comprennes. Sarah n'était pas le genre de personne à mentir ou à jouer des tours, elle n'était pas dramatique ni en quête d'attention, et ce n'est pas une histoire qu'elle a inventée. C'était à une époque avant les smartphones avec appareil photo, donc nous n'avions aucun moyen réel de capturer quoi que ce soit, et les choses se sont aggravées progressivement. Une nuit, alors que je prenais une douche, je suis sorti et j'ai vu une ombre sur le mur de la salle de bain. Au début, j'ai pensé que c'était la mienne, mais quelque chose clochait. Elle était plus grande et plus mince que moi, et elle bougeait d'avant en arrière. J'ai appelé Sarah et elle l'a vue aussi. Nous avons crié et fui la salle de bain. En revenant, quelques minutes après, c'était parti. Ensuite, nous avons prié chaque soir avant de dormir, de simples prières de protection, mais cela n'a pas fonctionné. Quoi qu'il y ait eu dans cette maison, ça n'en avait rien à faire. Peu de temps après, j'ai commencé à faire des cauchemars, des rêves mauvais et oppressants, qui me laissaient réveiller en sueur. Une nuit, c'était pire que tout ce que j'avais jamais ressenti. J'étais piégé dans le sommeil, paralysé. Ça m'était déjà arrivé, mais cette fois, j'avais l'impression qu'une force m'écrasait, voulant ma mort. J'ai essayé de crier, d'appeler Jésus, mais rien ne sortait. Je paniquais dans mon rêve, je priais désespérément dans ma tête, et soudain je me suis réveillé parce que Sarah me secouait. Je lui ai dit que j'essayais d'appeler Jésus et que je priais. Elle m'a regardé pâle et a chuchoté « Ce n'est pas ce que j'ai entendu ». On aurait dit des murmures maléfiques qui sortaient ventant de ta bouche. Ça m'a fichu une de ces peurs. Et le fait qu'elle le dise, en entendant la peur dans sa voix, ça a rendu les choses bien pires.
À partir de ce moment-là, tout semblait lourd. On voyait cette tache sombre dans le coin de notre chambre, toujours au même endroit. Elle restait toujours dans le coin supérieur droit, attendant simplement. Parfois on voyait aussi des orbes et des lumières très vives qui flottaient puis disparaissaient en dit. Des fluctuations étranges sans origine et notre chambre restait froide. Puis est venue la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous étions allongés dans le lit un soir, les lumières éteintes, mais la lueur du lampadaire filtrait faiblement à travers le rideau. Nous ne dormions pas, nous étions simplement allongés là, en silence sans parler. Puis les orbes sont apparus, elles ont commencé à apparaître au plafond, surgissant et disparaissant de notre vue. Puis l'obscurité est tombée, et je veux dire une obscurité épaisse et étrange, comme si quelque chose avait complètement aspiré la lumière de la pièce. Les murs autour de nous étaient soudainement recouverts d'une obscurité plus noire que noire, un vide noir tombant sur les 4 murs comme un rideau qui se ferme. Tu vois ça ? Je me suis tourné vers Sarah et j'ai demandé. Elle ne m'a même pas regardé, elle a juste dit « oui ». J'ai appelé Jésus à haute voix. Je me souviens qu'il faisait très froid à ce moment-là. Notre souffle formait de la fumée dans l'air. Nous avons tiré une couverture sur notre tête et attendu. Ce n'est pas parti immédiatement, mais ça a fini par disparaître. Nous n'avons jamais compris pourquoi. Je sais seulement que ce qui hantait cette maison, ce qui se nourrissait de nous ici, n'était pas humain. Et ça ne se souciait pas de nos prières, de notre peur ou de notre logique. C'était déjà à l'intérieur. J'assistais à une convention sur le paranormal à Savannah, en Géorgie. J'étais exposant, je vendais mes œuvres d'art effrayantes et rencontrais d'autres passionnés du paranormal partageant mes idées. C'était un petit événement, mais agréable, qui comprenait la visite de certains endroits à Savannah réputés hantés. Je suis allé à Savannah plusieurs fois, donc je connais assez bien ces lieux hantés. Cependant, cet événement nous a donné accès à un endroit où je n'étais jamais allé auparavant, et où je n'ai aucune intention de retourner un jour. Il y a un film qui n'a pas très bien été accueilli, intitulé « Une hantise à Savannah ». Vous pourrez probablement le trouver sur certaines plateformes de streaming, mais regardez-le à vos risques et périls. Le film n'est pas maudit ou quoi que ce soit, il est juste mauvais. La maison où il a été tourné existe encore aujourd'hui. Elle appartient effectivement à l'homme qui a réalisé le film. Cette convention permettait l'accès à l'enquête dans la maison. Mon équipe paranormale était composée de membres de ma famille, ils m'ont aidé au centre de convention et nous avons tous participé à l'enquête dans la maison. Nous n'y étions jamais allés. Je me rappelle que nous étions d'accord. Pourquoi ne pas découvrir ce qui nous attendait ? Et pour vous donner un contexte, je suis en quelque sorte un médium, et après avoir accepté cela, je suis devenu assez immunisé contre les perturbations causées par les hantises. J'ai vu beaucoup de choses étranges. Mes mentors dans le domaine m'ont dit que j'étais vraiment un aimant pour ce que vous appelez des entités inhumaines. J'ai vu des gens de l'ombre depuis mon adolescence et j'en ai rencontré beaucoup. C'est une chose étrange. Et je vous dis tout cela pour que vous sachiez que quoi qu'il y ait dans cette maison, c'était quelque chose qui m'a vraiment fait peur. Dans les mots célèbres de Lorraine Warren, c'est aussi près de l'enfer que je veuille jamais m'approcher. La maison est en dehors de la ville principale, elle est proche d'une autoroute, mais pour une raison quelconque, on dirait qu'elle est en plein milieu de nulle part. Il y a de grands arbres tout autour, et l'allée qui mène à la maison est longue, ce qui accentue encore plus le sentiment d'isolement. La maison est immense, elle a 2 étages plus un sous-sol, et elle paraît encore plus grande à l'intérieur. Il y a un escalier sur la droite dès que vous entrez dans la pièce principale de la maison. Et c'est l'un de ces escaliers ouverts, sans contre-marche, où on s'attend à ce que quelqu'un passe la main à travers et attrape votre cheville pendant que vous montez les marches. Le début de l'enquête s'est bien passé. Nous avons reçu quelques informations de base sur l'histoire de la maison de la part de l'homme qui en est propriétaire, William McCullen. Il a affirmé qu'il était réticent à laisser des gens enquêter parce qu'il avait eu quelques problèmes par le passé. Il nous a raconté comment il avait fait purifier et bénir la maison pour en éliminer l'énergie négative il y a quelque temps. Et les personnes bienveillantes avaient même mis en place une barrière spirituelle pour empêcher les choses négatives de revenir dans la maison. Cependant, un groupe d'enquêteurs paranormaux soi-disant professionnels avait organisé une séance dans la maison à son insu. Cela avait introduit du nouveau. Le propriétaire était plutôt étrange. En réfléchissant à toute cette enquête, nous pensons que quoi que ce soit,
qui considère cet endroit comme sa maison, son territoire, le nuit mentalement et physiquement. Vous vous demandez peut-être pourquoi il a laissé entrer les enquêteurs. Après tout ça, honnêtement, nous nous posions la même question. J'étais à l'étage en train de me préparer à retourner dans le feu de l'enquête. Je n'avais rien vu ni ressenti jusque-là, donc quand l'atmosphère a soudainement changé pour le pire, je n'ai rien vu. Soudain, les personnes dans la pièce sont devenues agitées entre elles. Vous vous souvenez, mon équipe d'enquête, c'est ma famille. Je déteste quand les gens se mettent en colère. Ça me noue l'estomac et je dois me concentrer pour respirer. Je ne sais pas pourquoi, parce que je suis sensible au niveau des émotions, mais j'ai toujours été comme ça. Des mots durs ont été échangés et je me souviens avoir eu l'impression que c'était de ma faute, d'une certaine manière. Ce gouffre de désespoir m'a ouvert à ce contre quoi je me protégeais. Je me souviens à peine de la façon dont je suis descendu les escaliers. Je sais que je luttais contre cette soudaine sensation d'épuisement, comme si j'allais m'évanouir sur le champ. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à descendre les marches et à retourner dans la pièce principale de la maison. Ce qui s'est passé ensuite me revient par bribes. Je sais que l'enquêteur principal a commencé une séance d'électrophonique vocale paranormale qui a occupé tout le monde. Je sais que je luttais pour tenir debout. Je pense qu'il voulait que je m'évanouisse, alors je me suis lentement abaissé au sol pour m'asseoir et c'est là qu'il a frappé. Des pensées qui ne pouvaient être les miennes ont envahi ma tête, arrêté tout et emmené d'autres personnes de la maison avec moi. Des pensées d'idéologie sombres et déprimantes, et comment moi en particulier, je serais mieux si je quittais ce monde. Je me souviens avoir tenté de résister, de dire non, mais j'étais paralysé, incapable de parler ou de penser clairement. Cela m'a semblé durer des heures, mais ce n'était sûrement que quelques minutes. L'un des enquêteurs principaux m'a alors dit quelque chose, et je suis revenu à la réalité. Je ne me souviens plus exactement de quoi, mais j'ai répondu quelque chose comme « Je ne vais pas bien ». Une autre femme, qui était restée silencieuse pendant presque tout ce temps, s'est précipitée pour m'aider. Il s'est avéré qu'elle était comme moi. Je l'ai vue pour la première fois quand elle m'a aidé à me relever, et il était là à ma gauche. Il était trop grand, il devait se pencher pour éviter que sa tête ne touche le plafond. Sa peau était comme du charbon, et son corps était trop long. Ses jambes semblaient s'en casser, ou peut-être à double articulation, et il était si maigre qu'on aurait dit qu'il n'avait aucun muscle dans le corps. Les cornes qui se courbaient sur sa tête auraient pu transpercer le plafond s'il l'avait voulu, mais ce qui frappait le plus, c'était ses yeux. Attention, tout cela s'est passé en quelques secondes, et je suis presque sûr d'être le seul à voir cette chose. Jusqu'à ce que la femme qui m'a aidé tout à l'heure le confirme, il a disparu. Aussi vite qu'il était apparu, il s'est faufilé comme une araignée et a disparu. La femme qui m'a aidé m'a fait une bénédiction, a reconstruit mes murs de protection et s'est assurée que ces choses ne puissent plus revenir vers moi. On pourrait croire que ce serait la fin, mais non. Cette chose a eu l'audace d'essayer de s'en prendre à ma mère. Tandis que je réfléchissais, elle se tenait au balcon du 2e étage, regardant la pièce principale. Elle m'a dit que le temps s'était figé pour elle et que, de son point de vue, tout s'était simplement arrêté. Quand j'ai enfin dit à quelqu'un que je n'allais pas bien, le temps s'est remis à avancer pour elle et elle était à mes côtés, en un instant. Quand la chose qui m'avait attaqué a échoué dans sa mission de s'accrocher à moi, elle a sauté sur ma mère. Heureusement, la même femme qui m'avait aidé a béni ma mère et, comme tu t'en doutes, nous sommes vite partis après. Je peux à peine expliquer ce qui m'est arrivé quand les gens me demandent. La chose qui se trouvait dans cette maison me voulait, que ce soit pour que je la transporte ailleurs ou pour une autre raison néfaste, je ne sais pas. Le pire dans cette histoire, c'est que je sais qu'elle est toujours là dehors, je sais qu'elle me surveille. Je suis retourné à Savannah depuis que c'est arrivé. Et je jure que j'aperçois parfois ces yeux perçants qui m'observent depuis les coins sombres. Nous avons acheté la vieille maison victorienne en périphérie de la ville parce qu'elle n'était pas chère, isolée et, selon les mots de l'agent immobilier, pleine de caractère. Mon petit ami allait bientôt être déployé et je ne voulais pas vivre dans un complexe d'appartements bruyants. La maison était vraiment silencieuse dès notre emménagement, je me sentais observé. Au début, c'était subtil. Des lumières que je savais avoir éteintes finissent se rallumer. Des portes verrouillées s'ouvraient un tas toutes seules et grinçaient. Mon petit ami pensait que j'étais simplement distrait, jusqu'à ce qu'il commence à m'entendre l'appeler par son nom. Alors qu'il était dans le jardin, je prenais ma douche et j'entendais sa voix m'appeler avec insistance à travers les murs. « Viens ici, j'ai besoin de toi ». Mais chaque fois que je sortais en courant, trempé,
La maison était vide. Il n'était nulle part près de la maison. La nuit, je m'endormais, la porte de la chambre entr'ouverte, attendant qu'il rentre de son service de nuit. À chaque fois, sans exception, il rentrait à la maison et trouvait la porte verrouillée de l'intérieur. Je jurais que je n'avais pas bougé, il devait frapper, et je me réveillais, confus et frigorifié. C'est comme si la maison ne voulait pas le laisser entrer. La présence est devenue plus audacieuse après son départ en mission. Elle détestait être ignorée. C'était la veille de Noël, la neige pressait contre les fenêtres comme un souffle. Les lumières du sapin clignotaient doucement, et j'étais seul, assis sur le canapé avec un verre de vin à la main, essayant de ne pas pleurer. Il n'avait pas appelé depuis des jours. Au moment où une larme a glissé sur ma joue, j'ai entendu un bruit, délicat et intentionnel. Une boule en verre s'est détachée d'une branche, a flotté vers le sol comme une plume et a atterri sur le parquet sans se briser. Puis, dans un silence total, elle a roulé sur le tapis perçant épais. Elle a parcouru 1 mètre, puis s'est arrêtée juste devant mes pieds nus. Il n'y avait ni brise ni vibration, seulement du froid. C'était le premier de nombreux cadeaux. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé une vieille carte à jouer glissée dans le cadre du miroir de la salle de bain. La dame de pique, elle était jaunie avec des bords déchirés, comme si elle avait survécu à un incendie. Je ne possédais pas de jeu de cartes comme celui-là, alors je l'ai jeté à la poubelle et, cette même nuit, elle est réapparue, posée sur le rebord de la fenêtre. Ensuite, je l'ai brûlée dans la cheminée. Puis, cette nuit-là, j'ai senti des mains froides et invisibles appuyées sur mes épaules pendant que j'essayais de dormir. J'ai essayé de crier, mais j'avais l'impression que de l'eau remplissait ma bouche et que quelque chose s'asseyait sur ma poitrine, me clouant sur place à quelques centimètres de moi. J'ai vu le visage déformé d'une femme. Ses yeux étaient remplis de rage. Je me suis débattu, puis j'ai été libéré, haletant. C'était l'un des moments les plus effrayants et surréalistes de ma vie. Nous avons quitté la maison quelques mois plus tard, nous l'avons vendue rapidement et à bas prix. Je ne me souciais même pas de l'argent, je voulais juste partir. Plus tard, nous avons appris que la dernière propriétaire était une femme recluse qui avait rempli la maison de cages d'animaux que l'on ne voyait jamais dehors. Elle avait perdu son mari, puis la raison, et avait disparu. Personne ne savait si elle était morte dans cette maison, mais je pense qu'une partie d'elle est restée. Salut à tous, c'est Mortis Media ici, et merci beaucoup de me rejoindre pour les histoires de maisons hantées de ce soir. Je voudrais adresser un immense merci à mes membres et à mes mécènes. Et si vous souhaitez que je vous souhaite un joyeux anniversaire, obtenir du contenu exclusif disponible uniquement sur Patreon et plein d'avantages incroyables. Et pour me soutenir personnellement, n'hésitez pas à consulter le lien dans la description. Votre soutien compte énormément pour moi. Alors merci à vous et je reviendrai demain avec des histoires de grenier vraiment glaçantes. C'est tout pour moi les gars, restez géniaux. Et si vous voulez voir plus de liens à l'écran maintenant, jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et bonne nuit.